Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis, si j'ose dire, grâce à la technique, au bienfait de la technique, avec Jocelyn Morisson, qui est le co-auteur avec Romuald Le Terrier d'un livre tout à fait exceptionnel, et le mot n'est pas vain, Univers Esprit, tout est relié, tout ne fait qu'un, tout est relié. Alors tout d'abord, Jocelyn, bonjour, merci d'avoir accepté mon interview. Bonjour Sylviane, merci à vous pour cette nouvelle invitation. Ça me Eh fait bien, plaisir. écoutez, vous êtes le co-auteur avec Romuald. Votre compère et vous avez déjà écrit, si je puis dire. J'aime bien le mot compère parce qu'au Portugal, on aime bien ce mot compadre. Et ça, je trouve que ça va bien au couple que vous faites, entre guillemets, On avec est, Romuald. on est un duo, on est un duo, pas encore un couple. Oui. Mais vous avez écrit, alors donc ceci, donc ce livre qui est, alors attendez, je n'ai pas parlé de, il est chez Guy et Daniel, hein, voilà, alors donc il est très beau, très, très joli, très belle couverture. Alors vous avez écrit ce souvenir du futur et ce souvenir de l'au-delà, et là maintenant vous vous êtes lancé dans Tout est relié, dans ce livre absolument qui ouvre, qui est vertigineux, hein, franchement c'est le mot. Alors moi c'est très très rare que je lise un livre qui me passionne. Bon, évidemment, je dis je vais en parler sur le blog. Et après, j'ai envie de le relire. C'est ce qui est arrivé. Alors, vous voyez, il est tout stabilo-bossé, tout griffonné, tout ça. Et il est tellement riche que je me suis dit, il va falloir que je trouve des chemins pour en parler, parce que c'est vertigineux ce que vous, les chemins que vous ouvrez qui nous permettent, enfin, à la fin du livre, on se dit c'est inimaginable. Bon, alors la première question, pourquoi votre compère et vous, si je puis dire, le duo, s'est-il reformé pour écrire ce livre? Qu'est-ce qui, après ces deux premiers livres qui ont énormément de succès, qui en ont toujours d'ailleurs, avez-vous éprouvé le besoin d'écrire ce livre? Eh bien, c'est à nouveau une proposition de Romuald, en fait, parce que lui, il fourmille d'idées. Euh, Moi, je suis un co-auteur enthousiaste, toujours parce que on a une communion de pensée, bien sûr, et en même temps, on est complémentaires, parce que lui a une formation à la fois bon, en botanique, mais aussi en sciences humaines, puisqu'il est ethnobotaniste. Et moi, j'ai une formation en sciences de la vie aussi, et je suis plus, disons, versé dans la physique, les sciences dures, mais aussi la philosophie. Enfin, on a des terrains sur lesquels on se rejoint et d'autres sur lesquels on est simplement complémentaires parce qu'on n'a pas les mêmes lectures. Donc, ça permet d'avoir des univers assez vastes, du coup, qu'on peut explorer. Donc, quand il m'a fait cette proposition de parler de cette notion de lien universel qu'on a dans toutes les grandes traditions, ça m'a bien sûr interpellé tout de suite parce qu'il se trouve qu'on vit une période où on a la sensation que le monde est de plus en plus fragmenté, que les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes ou alors à se réfugier dans des communautés de pensée, ce qui est pour moi une sorte de réflexe de peur en fait parce que le monde est anxiogène, hein, bien sûr, la crise, la pandémie, la crise écologique, la guerre, etc. Tout ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Et je pense que c'est un réflexe que de se réfugier parmi des gens qui pensent comme soi, en fait, parce que du coup, c'est rassurant, quoi. Voilà, donc, je blâme personne pour ça. Je pense que moi, j'y suis aussi soumis, hein, comme tout le monde. Hein, je donne pas de leçons du tout. Mais ça a quelque chose de triste quand même parce qu'on voit que ça se radicalise, en fait, ça se polarise. Oui. On voit que c'est très difficile d'avoir un débat ouvert, serein, calme, apaisé. C'est tout de suite dans la violence très rapidement. On le voit aussi bien sur les réseaux sociaux que dans le monde politique actuellement, en Ah France oui. notamment. Hein. Donc les positions se radicalisent et toute pensée un peu différente est perçue comme hostile très rapidement. Et et voilà, et les gens ont plus de difficultés à dialoguer et à accepter l'opinion divergente de l'autre comme quelque chose qui peut aussi les enrichir, quoi, qui peut enrichir leur point de vue, leur manière de penser. Donc, il y a cette contradiction, en fait, pour le coup, radicale entre ce message des grandes traditions spirituelles qui nous disent tout ne fait qu'un, nous ne faisons Ah qu'un, oui. tout est relié, et puis la façon dont on se comporte ces dernières décennies, ces dernières années, on n'a pas la sensation que ça va en s'améliorant d'ailleurs. Donc, c'était pour aller explorer différents champs
de connaissances, d'investigation, à la fois en sciences, en philosophie, et puis aussi dans les savoirs, effectivement, des peuples racines, des peuples premiers, auxquels moi je m'intéresse comme rédacteur en chef de Native, mais auxquels Romuald, lui, s'intéresse comme chercheur de terrain depuis longtemps. Donc on a ce message-là universel, hein, voilà, et on montre dans ces différents domaines qu'il y a des bonnes raisons, il y a des choses très objectives qui nous amènent à comprendre cette notion de lien, de reliance voilà, qui se situe, qu'on retrouve dans la physique, qu'on retrouve en biologie et qu'on retrouve aussi dans philosophie de l'esprit, dans les domaines qui étudient qu'est-ce que c'est que la conscience, etc. Donc, il nous semblait que tout ça était très cohérent, très convergent finalement. Et on a voulu voilà, explorer ces différents domaines pour avoir cette forme de synthèse pour que cette notion de tout ne fait qu'un, tout est relié, ne soit pas simplement une idée abstraite, une jolie idée, hein, qui soit pas vraiment incarné, quoi, qu'on puisse vraiment s'appuyer sur quelque chose et savoir que effectivement c'est bien comme ça que les choses sont faites, quoi, que la nature est faite. Nous ne faisons qu'un avec la nature, ça on a ça chez les peuples racines, bien sûr. Nous on a perdu ça hein, dans la Oui. modernité occidentale. Donc voilà, c'était ça un peu le point de départ. Et puis au fil de la réflexion, on a dit bon, on va faire un chapitre sur la physique, ce que nous dit la physique en termes de liens, ce que nous disent les grandes traditions spirituelles aussi qui parlent de non-dualité. Donc Mhm. j'ai exploré ça dans un chapitre. Et puis voilà, et du coup on est parti sur différents sujets pour essayer d'avoir une sorte de patchwork, mais qui soit cohérent au bout du compte. Alors, il y a huit chapitres, hein. Alors évidemment, on ne peut pas parler des 8 chapitres parce que vous êtes une personne très occupée et on passerait la journée, il y en aura encore à dire, hein. Et puis vraiment, ce livre est d'une telle richesse. Effectivement, il y a, tout le monde est content. Les personnes qui ont un peu plus de difficultés à comprendre ce qui est totalement de la physique, de la science, etc., etc., ce qui est un peu mon cas, hein, je dois dire, vous le savez. On en a déjà parlé. Donc tout le monde est content bah, parce que ce livre est concret. Et moi, à la fin du bouquin, enfin, à la fin du livre, c'est plus chouette à dire, moi, je me suis dit, franchement, je vous assure, j'étais à Porto, et je me suis dit, mais bon sang, mais pourquoi est-ce que depuis des millénaires, on parle, vous avez les chamans, on va en parler, les chamans, les peuples premiers, les spiritualités. Bon, moi, je m'intéresse à l'hindouisme depuis une quarantaine d'années, au bouddhisme tibétain et tout ça. Finalement, la physique, ils étaient un peu plus ouverts, enfin, si les scientifiques avaient l'esprit un peu plus ouvert, on arrive à des conclusions auxquelles les peuples premiers, soi-disant pas civilisés, il faut quand même le dire, hein, nous, on est tellement civilisés, ben, eux, ils avaient trouvé ça depuis je ne sais combien de temps. Alors ça, il y a des choses, par exemple, il y a dans un des chapitres, c'est Romuald qui a vu, alors je crois que c'était des peintures rupestres, enfin, je l'avais pas noté, mais Un tableau d'un peintre chaman, oui. oui, voilà. Et puis ça représentait, il a été complètement suffoqué, on peut dire, en voyant que ça correspondait à l'ADN, enfin au dessin de l'ADN. C'est ça, hein? Oui, bien sûr, oui, oui, et on fait référence à ça, à des peintures inspirées Oui, de chamans notamment, qui sont capables de retrouver par les visions, en fait, la structure moléculaire oui, de différentes molécules comme l'ADN et d'autres aussi, hein, et ce sont des biologistes qui ont remarqué ça dans des expositions comme ça dans lesquelles ils se rendaient oui, de peintures chamaniques, où ils retrouvaient des molécules, des protéines qui sont à l'intérieur de la cellule, les ribosomes, enfin voilà, différents organites cellulaires. Et les chamans expliquaient qu'ils avaient ça en vision, en fait, et les visions provoquées par les trans dans le chamanisme, que ce soit induit par des plantes ou pas, hein, parce qu'on peut induire la transe aussi par le tambour, le chant, etc., oui, et ben, permet de voyager dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit. Et permet aussi de voyager au-delà du temps finalement. Donc on est dans quelque chose qui est stupéfiant, mais pour lequel, là, effectivement, il y a des choses concrètes parce que, ah voilà, oui, encore une fois, des biologistes sont capables de dire, ah bah oui, ça correspond à telle molécule. Et de toute façon, des scientifiques eux-mêmes ont fait l'expérience
de la transe visionnaire et ont été capables d'avoir des grandes inspirations, hein. Vous savez, ces Oui, dernières années, on a beaucoup parlé de la PCR, la fameuse polymerase chain reaction. Donc, la PCR, c'est ce qui a permis de faire ces fameux tests pour pendant la période du Covid. Et le chercheur qui a découvert le principe de la PCR, donc je crois qu'il s'appelle Karim Ullis, il a eu cette vision lors d'une expérience sous psychédélique, hein. Et ils sont plusieurs comme ça à avoir eu des visions qui ont donné des choses très concrètes en science grâce à des expériences de transe en fait. Donc c'est plus la raison, c'est plus l'intellect qui travaille, c'est une autre partie de la conscience ou du cerveau, on peut dire. Et ensuite, bien sûr, il faut qu'il y ait ce dialogue avec la raison. Il ne s'agit pas d'avoir oui, voilà, oui, une approche opposée à tout à une fait. autre. Les deux sont complètement, enfin, sont complémentaires. Et on a beaucoup de choses comme ça qui ont été découvertes dans ces états-là, dans des expériences de vision, de ce qu'on appelle des états modifiés de conscience, en fait. Tout Donc à fait, oui, 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 c'est assez oui. fascinant. Et effectivement, les chamans du monde entier ont accès à ces mondes-là. Donc, ça veut dire que notre conscience est capable de voyager dans ces dimensions-là aussi. Et alors, justement, Romuald est allé je crois que c'était en Amazonie péruvienne, et il prend ce qu'ils appellent le cielo ayahuasca ou la liane des étoiles. Alors moi, ça m'a frappé parce que je sais que vous vous intéressez, moi aussi, je m'y intéresse depuis longtemps enfin, aux expériences de mort imminente ou NDE en anglais. Mhm. Pardon. Et il raconte son voyage. Évidemment, attention, on parle de voyage avec l'ayahuasca sérieux. On ne parle pas c'est à la mode, on prend de l'ayahuasca comme non. Il y a vraiment tout un parcours. Il a suivi très très sérieusement les chamans. C'est pas, on se lance pas comme ça à faire de l'ayahuasca, enfin boire de l'ayahuasca comme ça, comme malheureusement on a un peu tendance à le voir. Ça devient une mode aussi. Et alors il dit, il suffisait que je pense à un endroit et je m'y trouvais. Et moi, ça m'a frappé parce que les gens qui ont qui partent de l'autre côté, puis après qui reviennent, donc qui ont cette expérience de mort imminente, ils disent la même chose. Ils disent, j'ai pensé, hop, je m'y trouvais. Donc, c'est absolument, tout se rejoint finalement. Il y a beaucoup de points communs dans l'expérience de transe profonde, notamment vécue sous ayahuasca et avec cette variété particulière d'ayahuasca, notamment. Il y a beaucoup de points communs avec les expériences de mort imminente, effectivement. Il y a cette notion d'avoir cette unité justement fondamentale avec tout, la sensation de ne faire qu'un avec l'univers, etc. Et puis, effectivement, la sensation de se déplacer simplement par la pensée, de manière immédiate, etc. Mais aussi, dans ces expériences de transe, il y a des communications avec les défunts, il y a des choses comme ça. Donc là, on retrouve l'expérience de mort imminente quasiment mot pour mot. Et il y a eu des recherches justement pour montrer que la DMT, donc la fameuse molécule active de l'ayahuasca, la diméthyltryptamine, elle est capable de mimer en fait les effets d'une expérience de mort imminente. Donc ça, c'est des expériences des recherches de laboratoire qui ont pu montrer ça. Et on progresse dans la connaissance de ces états-là vraiment pas à pas, parce que pendant longtemps, c'était des substances qui étaient interdites de toute façon, Oui, donc on pouvait même pas faire de recherche dessus en Occident. Et depuis quelques années, là, il y a un vrai renouveau d'intérêt pour les psychédéliques. Et on s'aperçoit que même les champignons à psilocybine, etc., produisent des expériences qui sont des expériences éminemment spirituelles, en fait. oui, oui, tout à fait, oui. Et c'est ce caractère spirituel qui est guérisseur lui-même, parce qu'on utilise ces substances psychédéliques aujourd'hui en psychiatrie, donc pour traiter des problèmes de dépression, des problèmes de stress post-traumatique, même des problèmes d'addiction. Et on est obligé de revisiter complètement la notion de drogue psychédélique, parce qu'on n'a pas affaire à des drogues. La drogue, c'est quelque chose qui est addictif et qui provoque des overdoses, et les psychédéliques, c'est pas du tout le cas. Elles ne sont ni addictives, ni susceptibles de provoquer des overdoses. Donc, on s'aperçoit qu'il y a eu une espèce de mise au banc, une mise à l'index pour des raisons politiques, en fait, essentiellement à partir des années 70, de ces substances-là. Mais toutes ces substances sont présentes dans les chamanismes du monde entier, enfin, en tout cas, pour l'Afrique, pour l'Amérique latine, l'Amérique centrale aussi. Un peu moins sur le continent africain, parce que ça concerne surtout l'Afrique centrale, pardon, avec l'iboga. Sinon, on a Oui, plutôt affaire à des pratiques de transe induites par la danse, par le chant, par le tambour, etc., comme on a aussi en Asie, en Sibérie et tout ça. Mais en tout cas, ces substances-là sont connues
depuis très Des très longtemps, millénaires. voilà, pour permettre ces états-là. Donc la science aujourd'hui est confrontée à une difficulté parce que elle refuse cette dimension spirituelle en fait. Donc ils cherchent à comprendre ce qui peut guérir dans la molécule elle-même. Ils vont Oui, essayer d'isoler la molécule en disant on va faire des médicaments à partir de la molécule active, mais il s'avère que c'est plutôt l'expérience globale finalement qui est guérisseuse en elle-même. Parce que les gens ont un nouveau regard sur leur propre vie, notamment dans le cadre de problèmes d'addiction, là, des addictions dures à des substances comme l'héroïne et tout ça. Les gens arrivent à se détacher de ça parce qu'ils changent complètement de regard sur eux-mêmes, sur qui ils sont, quelle est la nature vraiment de leur être, etc. Et c'est ça qui est guérisseur en soi. Donc c'est difficile pour la science de comprendre effectivement à quel niveau ça agit, comment ça agit. Mais par souci de pragmatisme, eh bien, on en vient quand même à utiliser ces substances aujourd'hui dans des centres spécialisés, notamment aux États-Unis, hein, ça évolue très vite aux États-Unis. La France est un peu plus réticente, on y vient doucement, mais il y a des études en cours là-dessus pour guérir l'alcoolisme notamment, hein, ah oui, y compris avec des substances connues depuis très longtemps comme le LSD, la kétamine ou des choses comme ça, qui sont des substances de synthèse, qui ne sont pas des substances naturelles, mais dérivées là aussi de substances naturelles qui étaient utilisées dans des cadres chamaniques. Et même le LSD vient d'un champignon parasite, des céréales, qui était utilisé très probablement en Grèce antique, pour le coup, dans le cadre de ce qu'on appelait les écoles à mystère. Donc tout ça, oui, oui. c'est très ancien. Et on est en train de redécouvrir des choses qui étaient très bien Qui connues sont et connus, qui maîtrisées. étaient Voilà, connus. ouais, bien sûr. Ouais. Vous avez fait un travail d'investigation tous les deux qui est absolument incroyable. Alors je voudrais, parce qu'il il faut diriger, hein, je voudrais que vous nous parliez du web végétal. Alors effectivement, il y a 2 ans ou 3 ans, il y a un Allemand, je crois, qui a sorti un livre que j'avais acheté. Hein. Bon, honnêtement, ça m'avait pas shooté du tout. Hein, voilà, que les plantes communiquent et tout. Enfin, je trouvais le concept très intéressant, mais bon, la façon de le présenter n'était pas bon. Ça me shootait pas du tout. Et là, vous en parlez, et là, franchement, j'ai été sidéré qu'une souche. Hein, alors tous les arbres communiquent entre eux. Pardon. Et une souche, c'est la mémoire de l'arbre, c'est la mémoire de. Est-ce que vous pouvez là m'en parler un peu plus? Moi, j'ai été fasciné par la façon dont vous avez écrit. Bon, ça, je voudrais dire aussi que la façon dont c'est écrit, c'est très important parce que vous le mettez à la portée de tout le monde. Hein, Oui, voilà. c'était l'objectif, Oui, effectivement, de faire un gros travail sur la forme, hein, parce qu'on parle de choses qui sont éventuellement complexes, qui touchent à voilà. des sujets de physique, de biologie, de philosophie. Mais moi, mon travail de journaliste à la base, c'est essayer de rendre tout ça accessible, simple, compréhensible, sans avoir des notes de bas de page à n'en plus finir, etc. Parce que moi, en tant que lecteur, ça me fatigue assez vite. Donc oui, j'ai voulu que ce soit. Alors la difficulté, c'est de ne pas trahir le propos, mais on a beaucoup travaillé sur la forme, effectivement. Et donc cette histoire de web végétal, c'est des découvertes en fait qui sont récentes en biologie végétale, et on s'aperçoit effectivement que les plantes communiquent entre elles par le réseau des racines, et soit les racines sont directement enchevêtrées finalement, soit il y a une connexion qui se fait par ce qu'on appelle le mycélium, donc le réseau souterrain des champignons. La partie donc des champignons qui est invisible, hein. Les champignons qui sortent de terre, c'est simplement les fruits en fait de ce monde-là. Et rien que le monde des champignons à lui tout seul, il est fascinant, hein, de toute façon. Et donc les racines sont prolongées par ces filaments de mycélium et communiquent entre elles. Et donc par ce réseau-là, les plantes échangent des nutriments, elles échangent du sucre, elles échangent de différents produits comme ça pour, euh, pour aider les plantes qui individuellement sont en souffrance, sont en manque d'eau aussi, bien sûr, il y a de l'eau qui peut passer. Et effectivement, il y a eu des recherches qui ont montré qu'une souche d'un arbre coupé pouvait très bien être maintenue en vie par les congénères qui sont autour, qui sont des Par les plantes, amis, quoi. Par des ses plantes, amis, voilà, la famille, hein, il parle de la famille même. famille. C'est des plantes qui sont de la même espèce, certaines qui ne sont pas forcément de la même espèce, hein, tout ça c'est enchevêtré, parce que là, effectivement, la souche, elle est porteuse elle est porteuse dans sa structure en fait de la mémoire de la forêt.
Donc il y a, alors ça, je ne sais pas comment ça s'engramme exactement dans la structure, dans les molécules de l'arbre, etc. Mais ça, c'est de la biologie, hein. C'est pas de l'ésotérisme, hein. Elle est capable elle porte la mémoire de sécheresses qui ont eu lieu plusieurs années auparavant, éventuellement, de tempêtes, etc. Parce que tout ça, ça influe sur sa croissance. Et donc, la souche est maintenue en vie parce que, grâce à ça, la forêt a ces informations-là. Elle garde ces informations concernant donc les drames passés, les épreuves que la forêt a dû surmonter. Donc c'est assez fascinant, effectivement. Et Ah on sait que oui. les plantes communiquent aussi par voie aérienne. Elles communiquent en échangeant des molécules qu'elles sécrètent et qu'elles envoient aux autres plantes en cas d'agression, par exemple, Les parasites, hein, c'est des ça, oui. prédateurs, des parasites, toutes sortes de choses. Il y a des réactions comme ça. Alors tout ça, ça concerne vraiment la biologie qui est enfin, au plan strictement scientifique. Mais après, on va au-delà dans ce chapitre-là parce que justement, là, Romuald a aussi cité des conceptions, des cosmologies, des visions du monde en fait de peuples premiers qui nous expliquent que de toute façon, les plantes ont un esprit. Et que si elles communiquent, c'est aussi par une espèce par une conscience qui est à la fois une conscience collective et une conscience individuelle. Donc, les chamans se représentent ce réseau de communication subtil, on peut dire, comme un réseau d'autoroutes dans des grandes villes, en fait, dans des grands centres urbains. Donc c'est assez magique. Mais pour eux, c'est complètement intégré et c'est complètement naturel. Donc on s'aperçoit que là aussi, la biologie converge vers ces savoirs-là. On n'en est pas à reconnaître que la plante a un esprit, mais peut-être que voilà, peut-être qu'on y On ne viendra sait pas. nécessairement. Ce qui est fabuleux, Jocelyn, c'est que sous nos pieds, quand on est en forêt, il y a tout un monde qui vit, il y a tout un. Finalement l'invisible, parce que bon, on parle beaucoup de l'invisible, mais l'invisible, vous êtes en train de le rendre visible par votre livre. Finalement, les chamans, les peuples premiers, mais vous vous rendez compte de tout ce qu'ils savaient? Mais c'est quand même fabuleux, ça, hein, c'est quand même extraordinaire de penser que on découvre avec la biologie, avec les neurosciences, tout ça. Finalement, bah oui, tout est relié, voilà tout ça. Alors là, c'était le web végétal. Moi, j'ai Alors, il y vraiment, a une image, c'est Sylviane, qui est très belle, que j'aime bien placer quand oui, on m'interroge là-dessus, parce que il y a un ingénieur forestier qui est d'ailleurs un collaborateur de Native, qui s'appelle Ernst Zürcher, et qui dit que si une main géante pouvait tirer délicatement sur un arbre, en fait, toute la forêt viendrait avec. Ça illustre, et ça, encore une fois, ça se base sur de la science dure. Donc, ça illustre voilà, cette cette intrication vie qu'il y a en dessous. et cette façon dont tout est enchevêtré au niveau d'une forêt. Une forêt est comme un seul organisme en quelque sorte, quoi. Un seul être vivant. Et ça, c'est assez fascinant, effectivement. Alors, je voudrais qu'on parle, parce que alors, moi, on parle de l'eau. Il y a un sujet, moi, qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. Bon, vu mon grand âge déjà, enfin, je me disais, il y a déjà dans les années 70-80, puisque moi j'ai eu la chance de connaître les 30 Glorieuses, je me disais, les gens, ils consomment, ils consomment, ils consomment. L'eau, pour moi, je ne sais pas pourquoi, ça, je me sens foncièrement, mais à l'intérieur de moi, malade, quand je vois des gens qui prennent une douche là où je fais de la gymnastique, et ils restent des heures et des heures, et ils dépensent de l'eau. Et je me dis, mais Coco, un de ces jours, vous allez prendre, parce que je suis allée en Inde il y a à 25-30 ans, et pour eux, une douche, on avait une grande bassine, dans de très bons hôtels, on avait une grande bassine et un petit broc. Vous savez, alors je ne sais pas si ça existe, oui, c'est un broc, vous savez, et on se lavait comme ça. Et pour eux, c'était une douche. Bon, c'est probablement ça aussi qui a éveillé en moi, parce que je suis souvent allée en Inde. Et l'eau, donc alors, ce qui m'a absolument, mais alors, fasciné, alors, je vais vous dire le nom parce que c'est attendez, il faut que je le retrouve, parce que je l'ai mis, ces chamans qui ont, comment ça a un nom, oh, je le retrouve plus. Les Vangina, Alors, oui, les Vangina, ça mais c'est aborigène. c'est l'eau morphogénique. Vous savez, quand ils disent ce peuple aborigène d'Amazonie péruvienne, les Ngarinines, c'est ça, hein, les Ngarinines,
Ils disent, alors ça m'a mais vraiment scotché, ils disent que quand ils n'ont pas une plante pour guérir quelqu'un, alors alors pour moi, c'est mais alors absolument fabuleux, par leur chant, ils n'ont pas la plante, mais par leur chant, ils sont capables de reproduire donc le son. Alors, vous allez nous expliquer, parce que moi, bon, je n'ai pas votre connaissance, mais ils arrivent finalement, grâce à leur chant, à guérir la personne comme si ils l'avaient traité avec la plante. Alors ça, moi, ça m'a scotché. Est-ce que vous Ouais. pouvez... Ah, Alors, je trouve ça, mais alors absolument fabuleux. il y a plusieurs choses parce il y a des recherches là aussi en sciences de pointe, en physique, en biologie, qui montrent que l'eau peut être un support d'information. Donc ça, c'est ce qu'on appelle effectivement l'eau morphogénique. C'est dû aux travaux du professeur Marc Henry, qui est un universitaire de Strasbourg, qui est quelqu'un qui a travaillé sur ces notions de mémoire de l'eau, de biologie numérique aussi. Bon, c'est des travaux qui sont controversés, mais pour lesquels il y a des résultats probants et objectifs, encore une fois. Donc lui, sa théorie, c'est que l'eau a une structure très très petite, donc à l'échelle nanométrique, hein, l'eau est capable d'avoir des structures dans la molécule d'eau. La molécule d'eau est très très mystérieuse de toute façon pour la science aujourd'hui, hein. Donc lui, il dit à une échelle très 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 basse, l'eau est capable de former des structures qu'il appelle des domaines de cohérence. Et Mhm. cette structure peut enregistrer de l'information. Elle peut engrammer, enregistrer de l'information. Donc l'eau est porteuse d'informations. Et pour Marc-Henri, ça va jusqu'à l'idée que peut-être l'eau présente dans l'univers peut être justement le support d'une conscience universelle. Donc ça va assez loin, hein. Ah oui. Mais en tout cas, on retrouve ça effectivement dans le monde du chamanisme, encore une fois, parce que les chamans, à travers leurs chants, les chants, c'est pas simplement des paroles et des mélodies et des notes, c'est quelque chose qui est de nature vibratoire et qui correspond aussi à la réalité d'une plante. Et donc une plante a sa propre signature vibratoire en quelque sorte que le chaman peut reproduire par le chant. Donc, ce qu'ils expliquent effectivement, c'est que normalement, dans le monde chamanique, il y a toute une pharmacopée de plantes médicinales, etc. C'est extrêmement riche, hein. Il y a Oui. énormément de plantes qui sont utilisées pour soigner. Et ils expliquent que parfois, quand ils n'ont pas la plante à disposition, ils sont capables, avec un verre d'eau, de recréer la présence de la plante, en tout cas, on va dire sa signature subtile, en quelque sorte simplement par le chant. Donc, ça paraît complètement magique, évidemment. Ah oui. Là, pour le coup, la science n'a pas d'explication, hein. Mais la piste la plus intéressante, c'est ce concept de domaine de cohérence, donc cette eau morphogénique. Et effectivement, le chaman est capable, en chantant sur le verre, sur le récipient d'eau, d'informer l'eau, en fait. Il transmet une information à cette eau, et l'eau, c'est comme si elle avait eu, en fait, la plante qui était présente en elle et qui avait permis de faire une décoction ou une infusion ou quoi que ce soit. Donc il n'y a pas la molécule de la plante est pas présente, mais l'information dont elle est porteuse est présente dans l'eau. Et donc le verre d'eau est guérisseur et en tout cas il soigne comme si, il y avait eu la plante à l'intérieur. Alors, ça, voilà, c'est ce que nous disent les chamans. Il faudrait faire des études scientifiques, bien sûr, pour démontrer qu'il y a effectivement la trace moléculaire de la plante, etc. Mais en tout cas, dans le domaine de la biologie, ce qu'on appelait la biologie numérique, à la suite des travaux de Jacques Benveniste sur la mémoire de Oui. l'eau, etc., on a pu montrer que une eau qui avait été en présence d'une certaine molécule et qu'on avait distillé à plusieurs reprises de sorte qu'il n'y avait plus de présence moléculaire dans l'eau, dans la solution, eh bien, était toujours porteuse de ce signal, et ce signal pouvait être extrait par voie numérique, par des outils particuliers, et transmise carrément par des câbles de téléphone, en fait, hein, transmise par le réseau téléphonique C'est à un fabuleux. autre, jusqu'à un autre laboratoire dans lequel une eau, pour le coup, neutre, allait recevoir ce signal et allait être informée par ce signal numérique.
et que du coup l'eau allait acquérir les mêmes propriétés que l'eau de départ. Et on pouvait, en mettant certains organites dedans, recréer justement, aller jusqu'à recréer des molécules d'ADN dans l'eau réceptrice. Donc il y a un message qui est un message numérique qui est transféré comme ça par les réseaux de communication ordinaires. Donc ça ouvre des pistes colossales en termes Ah de, oui, bien sûr, de ah oui. soins, de thérapie, etc. On comprend bien que voilà, le monde de la santé classique, disons, est un peu réticent parce que c'est une remise en question complète de leur modèle, évidemment. Oui, Mais il y a eu des résultats probants, quoi, hein. surtout Jocelyn, financier. Bien sûr, bien sûr. Hein, surtout financier. Non. Alors, maintenant, je voudrais qu'on parle, parce que bon, moi, je suis une adepte inconditionnelle des constellations familiales, et donc je voudrais que, bon, Romuald en parle. Expliquez-nous comment. Alors, il y a une expérience dont il nous parle, je ne sais plus chez quel peuple, soi-disant aborigène, enfin, pas civilisé, on va dire, soi-disant pas civilisé, et qui, quand les personnes décèdent, on vient au bout d'un. Alors, je crois que c'est en Afrique, hein, je ne suis pas certaine, mais Je crois que c'est en Papouasie, en Nouvelle-Guinée, Papouasie, il me voilà, semble. c'est ça. Hein, je crois que c'est ça. Donc, ils viennent transmettre, ils viennent transmettre. Alors, c'est un rite, hein, c'est un rituel où les morts viennent transmettre, comment dire, des informations à ceux qui restent. Hein, c'est ça. Donc, alors, ça rejoint un peu les constellations familiales, parce que bon, moi, j'ai participé à de nombreuses constellations familiales, et je dois dire qu'à chaque fois, ça m'a laissé, mais alors, complètement vraiment suffoqué de pertinence. Alors, expliquez-nous, parce qu'après, on peut tout consteller. Alors, ça, c'est ça qui m'a aussi interpellé. Je me suis dit, finalement, on peut tout consteller. Alors, ça se passe comment? Vous en parlez dans le livre. Ça se passe comment pour vous, pour Romuald et pour vous, les constellations familiales? Qu'est-ce qui explique que on est tous reliés et que les gens qui sont constellés, finalement, ont des solutions, ont des réponses à leur questionnement. Eh bien, oui, les constellations familiales, le créateur en fait de cette thérapie moderne, Bert Hellinger, il s'est inspiré de peuples racines, notamment les Zoulous d'Afrique aussi. Et on retrouve des choses comme ça un peu dans tous les peuples, mais Romuald parle de l'exemple de peuples de Papouasie-Nouvelle-Guinée, je crois, pour qui, là, bien sûr, de toute façon, dans leur vision du monde, les ancêtres restent présents. C'est-à-dire la conscience des ancêtres est là quelque part dans le monde subtil, dans l'invisible. Enfin voilà, on peut appeler ça comme on veut. Mais cette mémoire-là, elle est là, puisque de toute façon, ils communiquent avec leurs ancêtres dans les états de transe. Les chamans, en tout cas, sont capables d'accéder à cette mémoire-là. Donc il y a cette idée que de toute façon, cette présence, elle est là. Elle reste là, même quand les défunts sont partis. Et donc, il y a des rituels, effectivement, qui consistent, là, pour le coup, de manière organisée, à faire revenir cette mémoire-là à travers des danses, à travers des masques, à travers différentes choses. On peut créer des espèces de statues aussi de défunts à partir de restes, à partir d'objets, à partir d'ossements, à partir de différentes choses, pour faire revenir cette mémoire-là, pour en quelque sorte, qu'elle se réincarne et pour accéder à des informations. Donc, le créateur des constellations familiales, il s'est appuyé là-dessus en fait, pour créer sa thérapie. Et le principe, donc, ça consiste effectivement à réunir un certain nombre de personnes dans une pièce. Quelqu'un a une problématique particulière à régler, liée à sa famille, au transgénérationnel et tout ça. Et les personnes qui sont présentes vont jouer un rôle. Ça va être une sorte de jeu de rôle. Ça va Oui, être un voilà. peu théâtral et ça va être un jeu de rôle. Et donc, on va demander à un participant de jouer le rôle du grand-père de la personne et une autre personne va jouer le rôle de la mère, etc. Donc, des gens qui peuvent être vivants ou décédés d'ailleurs. Et chacun joue ce rôle-là sans rien connaître de l'histoire de la personne qui vient régler sa problématique, qui est présente, et ni rien connaître de l'histoire des personnes qu'elles sont censées représenter. Oui, Donc ces représentants se mettent finalement dans une espèce d'état modifié de conscience collectif aussi, dans lequel elles se mettent à agir, à parler, à se comporter d'une manière qui n'est plus la leur. Il y a ce constat de la part des gens qui font ces constellations
qu'ils ne se comportent plus comme eux-mêmes et ils ont la sensation d'être habités par une autre présence, Oui, quoi. on Et s'oublie, hein. on s'oublie et on se met Ouais. à se comporter d'une certaine manière qui est liée à la problématique de la personne. Et donc Romuald, il raconte deux exemples que lui, il a vécu, hein, dont un où sa problématique, c'était lié à son arrière-grand-père qui avait été brancardier à Verdun Ah oui, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc, les gens, sans avoir aucune information sur cette situation-là, se sont mis à ressentir des brûlures à cause des gaz, en fait, sans savoir que donc, on parlait de ça. Ils se sont mis à souffrir, à avoir voilà, des blessures. Donc, il y avait le champ de bataille de Verdun qui était recréé dans la pièce, quoi. Et donc, c'est complètement incroyable. Mais il s'est avéré que la question que Romuald avait besoin de traiter, c'était que son grand-père avait été, en fait, son arrière-grand-père, pardon, avait été brancardier à Verdun et il avait voulu sauver un soldat allemand. oui, Et donc, il s'était retrouvé en conflit avec ses propres compagnons pendant cette guerre-là, parce qu'il avait voulu faire l'effort de sauver ce soldat allemand pour qui il s'était pris de sympathie, parce il l'avait pris en pitié ou je ne sais pas quoi. Donc, il faisait des déplacements pour aller le soigner parce qu'il était plus loin, dans une tranchée ou quelque chose comme ça. Et il n'avait pas réussi à le sauver. Donc, il y avait cette espèce de culpabilité qui s'était transmise ensuite aux autres générations, comme on sait que ça fonctionne comme ça. Et donc voilà le genre d'exemple où les gens, dans la scène de la constellation, se sont mis à ressentir voilà, des étouffements, des brûlures, parce qu'il y avait des gaz sarins qui étaient utilisés à l'époque, je crois, et que chacun se trouvait dans la situation comme s'il était sur le champ de bataille de Verdun. Et le plus incroyable, c'est que à la fois, il y a des synchronicités aussi assez folles. C'est que l'arrière-grand-père en question, il s'appelait Camille l'Allemand. oui. Donc, on voit qu'il y a des choses comme ça qui sortent, qui sont presque drôles, quoi. En tout cas, c'est très, très étonnant. Et souvent, dans ces constellations familiales, eh ben, la problématique va pouvoir être résolue parce qu'on a une information comme ça qui vient. Bah, elle vient d'où? Elle vient de la conscience des ancêtres qui forcément s'est transmise à travers les gens présents, quoi. Donc, il n'y a pas d'explication rationnelle aujourd'hui pour ça, sauf à considérer que effectivement, cette conscience, elle reste là, elle reste présente, on est capable d'y accéder dans certaines situations, dans certains états, quoi. C'est le monde de la visible, parce que finalement, c'est le monde de la visible. Alors, alors, là, bon, moi, j'avais jamais pensé à ça, mais effectivement, c'est ça qui est assez incroyable. Il raconte, donc Romuald, il raconte que la problématique d'une exploitation minière Oui, prévue sur un territoire aborigène. Bon, et alors, il a fait consteller cette problématique, enfin, mhm. alors, pour le compte d'une ONG privée, il a donc réalisé une constellation de l'écosystème où devait être implantée la future mine. Quand alors, on peut tout consteller finalement. Oui, et quand il y a cette notion d'esprit qui est associée, y compris à des choses immatérielles comme des rivières, des lieux, parce que dans ce monde chamanique, de toute façon, tout ça a un esprit, quoi. Une rivière a un esprit, un lieu particulier a un esprit, et donc dans une constellation, on peut jouer sur cette idée on convoque les esprits de Les ces esprits, oui, c'est éléments, ça, oui. de l'air, du vent, la rivière, le lieu, etc. Et que tout ça va pouvoir interagir et faire émerger éventuellement de l'information pour résoudre un problème donné aussi, ouais. Et là, ça se résout. Alors, pour terminer, parce que bon, malheureusement, mais alors je remonte votre livre, hein, je remonte votre livre, l'univers et l'esprit, tout est relié, hein, tout ne fait qu'un. Alors bon, c'est ce que je vous dis, franchement, ils avaient tout compris, les chamans, les hindous, ils avaient tout compris. On redécouvre ce que eux avaient découvert il y a 3000 ou 4000 ans. C'est quand même assez fabuleux. Alors, vous êtes là maintenant, vous avez créé vous aimez les peuples premiers, ou c'est ça, hein, c'est les peuples premiers. On peut Alors, dire peuple premier, peuple racine, les Première peuples Nation. racines. Alors, vous êtes le fondateur, hein, c'est ça, hein, le fondateur d'une revue Co-fondateur, ouais, ouais, mais rédacteur en chef aujourd'hui, et ouais. rédacteur en chef d'une revue qui s'appelle Native. Mhm. Alors, je voudrais que d'abord, je sais qu'il vient de Ouais. sortir voilà, un exemplaire, et c'est vraiment tout à fait dans le droit fil de ce qu'on vient de dire par rapport et tout est relié.
Et je voudrais que vous nous parliez rapidement, hein, de Natif. Qu'est-ce qui vous a, pourquoi vous avez fait cette, enfin, fondé cette revue? Mhm. Oui, alors Natif, donc c'est une revue trimestrielle qui s'intéresse aux peuples racines de toutes les traditions de tous les continents et aussi aux racines des peuples, comme j'aime à le dire, c'est-à-dire aussi nos racines à nous, peuples d'Occident, donc les Celtes, les Oui, Corses, les Basques, les Occitans, etc. Parce qu'on a aussi des racines, donc il ne s'agit pas d'avoir des propos revendicatifs ou politisés ou quoi, c'est simplement pour montrer qu'il y a une diversité de peuples présents aujourd'hui sur Terre. Ils sont 476 millions de personnes, donc aux dernières évaluations. Donc ça fait du monde quand même. Ils sont répartis à peu près dans 5000 communautés, là, en couverture de Sibérie. Euh, donc on a beaucoup de peuples en Afrique, bien sûr, en Amérique du Sud. Il y a toutes les Premières Nations d'Amérique du Nord aussi. Et on a un peuple autochtone en Europe qui sont les Samis, donc de Finlande et de Suède. Qui sont le dernier peuple autochtone, on peut dire, du continent européen. Donc tous ces peuples-là ne sont pas des peuples du passé, sont des peuples du présent et ils ont leur raison d'être. Donc, on essaye de leur donner la parole le plus possible, de parler d'eux, de leurs combats. Bien sûr, on sait qu'en Amazonie, notamment, ils sont extrêmement ah oui, oui, menacés par oui. la déforestation, etc., par leur paillage illégal, etc. Donc, il y a beaucoup de menaces qui pèsent sur eux. C'est difficile pour eux de maintenir leur tradition. Certains veulent aller vers la modernité et donc vivent une espèce de mélange entre modernité et tradition. Certains refusent tout contact avec la modernité, donc on parle de peuples non contactés qui sont encore présents. Il y en a en Amazonie, mais il y en a aussi ailleurs, en Indonésie ou ce genre d'endroits très reculés. Et il y a ceux qui ont été colonisés, bien sûr, donc les Indiens d'Amérique du Nord, les aborigènes d'Australie, etc. Là, en Australie, il vient de se passer quelque chose d'assez considérable parce que le Premier ministre a proposé une loi qui reconnaît des droits fondamentaux aux aborigènes qu'ils n'avaient pas, en fait. Et j'ai Ah bah entendu le dites Premier donc. ministre australien à la radio qui en parlait en pleurant. Il en parlait en pleurant parce que pour le peuple australien, c'est une vraie révolution. On sait que les aborigènes ont été Ah vraiment oui. méprisés, etc., et ghettoisés, etc. Et donc là, il y a une reconnaissance de droits qui en font des citoyens à part entière, en fait, alors que c'était pas le cas aujourd'hui. Donc voilà, y a, il y a différentes situations pour ces peuples-là. On essaye de documenter tout ça. C'est une revue grand public hein, qui est disponible uniquement sur notre site internet, donc Je vais le donner après, oui, voilà, dans l'article. revue-natif.com. Donc on n'est pas en kiosque, on n'est pas présent en kiosque. Donc il faut la commander soit à l'unité, soit s'abonner sur notre site. Et il y a la version papier et il y a une version numérique aussi si on veut. Et puis voilà, chaque mois, on a des articles d'actualité, des voyages, des comptes rendus voilà, de missions, de contacts avec eux. C'est pas une revue savante d'anthropologues, mais on a quelques papiers de personnes qui sont vraiment des experts de ces sujets-là, bien sûr aussi, hein. Et puis on documente l'aspect artistique aussi, de toute leur vie, leur créativité, leur vision du monde. On parle de chamanisme, évidemment. On parle beaucoup d'écologie, naturellement, parce que Bien pour sûr. ces peuples-là, il y a, la notion d'écologie n'existe pas. Simplement, ils vivent dans la nature pour beaucoup d'entre eux. Donc, ils sont en interaction permanente, en connexion constante avec la nature. La question ne se pose même pas. Ça, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, nous, ici, Oui, en bon, Occident, oui. bien sûr, et ça commence à être le cas. On se rend compte qu'ils sont les gardiens, en fait, de la biodiversité partout où ils vivent, sur des terres de la planète. C'est là où il y a le plus de biodiversité. Donc, ils sont les gardiens. Je crois qu'on a quantifié ça à 80%. Ils sont les gardiens de 80% de la biodiversité mondiale. Donc, ce sont des peuples qu'il faut protéger, Soutenir, il faut soutenir. les soutenir et pour moi, ils sont aussi porteurs de solutions d'avenir, justement, de ce point de vue-là.
D'autant plus que, hormis cette notion d'écologie, il y a aussi la dimension spirituelle, justement, dont on a parlé un peu ici. Dans le cadre de leur vision du monde, encore une fois, ils sont en connexion avec des forces de l'invisible. On parle d'esprit, hein, pour eux, mais on peut parler d'énergie, si on veut, prendre notre vocabulaire à nous. Et ça, ce sont des choses qui sont aussi inspirantes pour nous, qui vivons dans un monde désenchanté, dont on a exclu, dont on a extrait tout ce qui était esprit, etc. Donc, on voit bien que justement, à travers des choses comme la transe, les constellations familiales et tout ça, il est très très possible que cette notion d'esprit, elle soit opérante en fait, elle corresponde à une réalité tout simplement. Donc, on voit bien que la transe correspond effectivement aux états modifiés de conscience profonds, comme les expériences de mort imminente, etc. Donc ils sont aussi certainement porteurs de connaissances qui correspondent à notre futur, à nous, en tout cas, d'humanité moderne et occidentale. Voilà, donc on essaye de traiter tous ces sujets-là, science, spiritualité, écologie, vision du monde, dans la revue, quoi. Donc, je mettrai dans l'article, je mettrai votre lien pour les personnes qui sont intéressées. J'ai vu aussi que vous alliez faire avec Romuald un séminaire. Alors, est-ce que c'est sur Tout est relié ou c'est sur autre Oui, chose? oui, on fait un petit séminaire tous les deux cet été à un endroit qui s'appelle La Source, domaine de Bessac. Donc on peut trouver ça sur ma page Facebook ou sur mon site internet dans l'agenda. C'est un lieu très très beau qui se trouve dans le Gard et on propose un séjour de 4 ou 5 jours où on va échanger avec un petit groupe de personnes. Il reste quelques places, je crois, autour de Tout est relié. Et puis à la fois des conférences, des randonnées, des ateliers, des discussions. Un échange en petits groupes permet voilà, d'approfondir aussi les choses de manière plus sympathique que dans des grandes conférences un peu anonymes. Donc voilà, ça se passe du 13 août, je crois, 13 au 16 août, un truc comme ça, Eh bien, écoutez, dans ces eaux-là en tout cas. je vais mettre ça aussi. Eh bien, écoutez, Jocelyn, je vous remercie infiniment d'avoir été, je vous dis, on aurait pu parler encore 4 5 heures, hein, à l'aise, tellement votre livre, dont vous êtes co-auteur avec Romuald Delterrier, donc je le remonte, aux éditions Guy et Daniel. Eh bien, vous préparez un autre livre avec votre compère ou c'est fini? Eh bien non, c'est pas fini parce qu'il m'a encore proposé un sujet. Il m'a encore proposé un sujet dont je ne peux rien dire pour l'instant parce que moi-même je l'ai pas suffisamment mûri. Mais lui est sûr de lui, donc je lui fais confiance et je sais que ça va m'inspirer et puis qu'on va faire encore un travail complémentaire. Je pense qu'il intéressera beaucoup de monde. Ouais, j'espère en tout cas. Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment et je vous dis bon, bah, à bientôt alors pour ce nouveau rendez-vous avec Romuald qui fourmille lui d'idées. Absolument. À très Merci très beaucoup, bientôt. Sylvia. Merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au Au revoir. revoir.